Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Sophie Bessis, vous êtes historienne et intellectuelle franco-tunisienne. Vous publiez Je vous écris d'une autre rive, lettre à Hannah Arendt aux éditions Elisade. Chère Hannah Arendt, c'est ainsi que commence votre nouveau livre. Dans cet essai, vous vous adressez directement à l'intellectuel et vous lui dites à quel point sa pensée est vitale de nos jours pour établir une critique de tous les nationalismes. Vous en profitez aussi pour réintroduire un thème qui, selon vous, manque chez Arendt, la question des Juifs arabes. Pourquoi avoir choisi Arendt? Elle vous parle particulièrement, Sophie Bessis. Oui, bonjour et merci de m'avoir invité pour en parler. Oui, elle en parle particulièrement. Alors, je précise que je ne suis ni philosophe, ni spécialiste d'Hannah Arendt. Je l'ai beaucoup lu. Parce que pour un certain nombre de mes ouvrages, j'avais besoin de lire Arendt et ses principaux ouvrages. Pourquoi est-ce à elle que je me suis adressé pour aborder ces questions? Parce que je crois qu'une des facettes d'Arendt dont la littérature sur elle a relativement peu parlé, ce n'est pas son rapport au judaïsme, bien sûr, qui est absolument central dans son œuvre, mais son rapport au sionisme, à l'État d'Israël et à la question, ce qu'on appelle la question israélo-palestinienne. Et il y a une série d'articles, de relativement courts textes, extrêmement intéressants, sur cette question, qui ont été écrits entre les années 40 et les années 60 à peu près. Et puis, ce qui est très intéressant chez Arendt aussi, c'est de voir comment elle est passée d'une posture pro-sioniste dans les années, au début des années 30 à un antisionisme ou un non-sionisme, voyons, et quelles sont les raisons pour lesquelles, en fait, elle a récusé le sionisme. Ça, c'est la première chose, et c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, elle récuse le sionisme par antinationalisme. En définitive, tous les nationalismes sont pour elle porteurs d'une façon ou d'une autre, sous une modalité ou une autre, sont porteurs de fascisme. Et elle le dit très clairement dans certains de ses ouvrages. Et si vous voulez, cette parenté qu'elle fait entre les nationalismes, elle n'est pas la seule à l'avoir faite, évidemment, beaucoup d'auteurs en ont parlé, m'a beaucoup intéressé, et donc je me suis mise à fouiller cet aspect-là de son œuvre et de ses écrits, extrêmement politiques d'ailleurs. En fait, c'était aussi une merveilleuse journaliste, Hannah Arendt. C'était pas seulement une philosophe. De temps en temps, elle dit d'ailleurs, je ne suis pas une philosophe, je suis une analyste politique. Et donc j'ai commencé à fouiller dans ses écrits pour essayer de comprendre qu'est-ce qui l'avait amené à récuser donc le sionisme. Et c'est cet antinationalisme, parce que le nationalisme est une rétraction identitaire. Il se fonde sur une rétraction identitaire. Et donc, il est totalement antinomique avec l'accueil de l'altérité. Et c'est ça, en fait, qui est extrêmement intéressant. Et j'ai essayé de croiser ma propre expérience dans le domaine avec ce que j'avais à dire. Voilà. On va évoquer Arendt et la question du nationalisme, des différents nationalismes d'une région, le Proche-Orient, que vous connaissez bien, Sophie Bessis, à la fois donc le nationalisme israélien et puis les nationalismes arabes. Mais auparavant, la manière dont Arendt pense l'événement. Aujourd'hui, nous sommes englués, j'ai envie de dire, dans un événement, la pandémie. Comment Arendt aurait-elle pensé cette pandémie ? Alors c'est la question que je lui pose. Et je la pose de deux manières en réalité. Dans un texte qui est en définitive très court, mon texte sur Arendt, j'ai pas voulu en faire des tonnes. D'abord parce que je pense peut-être qu'on la convoque trop et trop souvent actuellement, et qu'on finit par lui faire dire un peu tout ce qu'on a envie de lui faire dire. Pour autant, elle a parlé dans plusieurs de ses ouvrages, dans la crise de la culture, dans la condition de l'homme moderne, de ce lien entre la fin et le commencement. Là aussi, elle n'est pas la seule à en avoir parlé, bien sûr, et je cite à cet égard aussi un de ses amis, qui est Ivan Illich, puisqu'elle était une habituée des séminaires de Cuernavaca de Ivan Illich, c'est-à-dire comment penser la fin et comment penser qu'une fin
est toujours, dit-elle, porteuse d'un commencement. Voilà. Et je l'interroge là-dessus sans savoir pour autant, évidemment, si... comment elle aurait pensé ce virus, ce Covid, bien sûr. Mais il est évident qu'aujourd'hui, ce virus qui nous fait vivre de façon totalement inédite depuis un an, et pas seulement tel ou tel pays, mais la planète tout entière en définitive, ce virus, c'est la fin de quelque chose. Et donc, si je suis Hannah Arendt, la fin de quelque chose, et donc le ergo presque latin, le commencement d'autre chose. Quel commencement? Ni elle, ni personne ne peut le dire. Comment le Covid est-il vécu en Tunisie, dans l'un de vos pays, Sophie Bessis? Qu'est-ce que cette pandémie fait à ce pays? Alors, il y a eu 2 périodes. En fait, la Tunisie, l'année dernière, n'a pas connu de première vague. Les mesures ont été très vite, très strictes. Et donc, il y a eu un confinement extrêmement strict, des conditions de voyage. Moi, je me souviens que je suis allé en juin dernier à Tunis parce que j'avais absolument besoin d'y aller, que j'ai été obligé de passer une semaine à l'hôtel totalement confiné. On m'apportait les repas sur le paillasson à la porte de l'hôtel, personne n'entrait. Enfin, vraiment, c'était extrêmement sévère. Mais à ce prix-là, la Tunisie a évité une première vague. Elle n'a pas évité la deuxième. C'est-à-dire qu'à partir de novembre 2020, évidemment, en été, en Tunisie, comme dans tous les pays méditerranéens, eh bien, tout le monde se lâche, on fait la fête, on fait des soirées, on fait des mariages. Bon, tout ça, évidemment, a activé la circulation du virus. Mais une chose a changé qui est politique. C'est-à-dire que il y a une instabilité gouvernementale extrêmement importante, une valse des ministres et une valse des ministres de la Santé. Donc il n'y a pas de ligne bien tracée. Et puis ensuite, à partir de janvier, il y a eu la montée pour le 10e anniversaire de la Révolution d'une insatisfaction extrêmement importante, avec des manifestations partout, des émeutes dans les quartiers populaires. Et le gouvernement, extrêmement instable, a réagi de 2 façons. Une réaction sécuritaire avec les arrestations totalement arbitraires de centaines et de centaines de jeunes, et d'un autre côté, lâcher la bride pour pas avoir d'ennui. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de confinement, de couvre-feu, alors que la circulation du virus ne s'est pas arrêtée. Et je crains pour ma part que l'arrivée dans une quinzaine de jours du mois de Ramadan, qui est aussi un mois de fête, eh bien, d'activer la circulation de ce virus. Mais les vaccins viennent d'arriver. Voilà, donc on commence à vacciner. Voilà un peu la situation. Mais vous êtes inquiète pour la situation sanitaire, la situation économique, parce que... Elle est catastrophique. Si vous voulez, la Tunisie, sur le plan économique, subit les conséquences de 2 types de phénomènes. D'abord, la dégradation de l'économie avait commencé avant 2011. C'est-à-dire qu'en fait, le régime de Ben Ali, à partir du début des années 2000 à peu près, commençait à voir se déliter l'économie par un excès de clientélisme, de corruption, pour une série de raisons en réalité. Donc, la Tunisie entre dans un cycle révolutionnaire et dans un cycle de changement total, déjà fragilisé. Alors, à partir de 2011, il y a évidemment tout processus, tout cycle révolutionnaire est un cycle d'instabilité. Déjà pour commencer. Bon, il n'y a pas de stabilité économique, c'est pour ça que les économistes et les grandes compagnies, les grandes sociétés, etc., adorent la stabilité, même au prix des dictatures. Hein. Donc, cette instabilité n'a pas été porteuse de croissance. Ensuite, vous avez eu, évidemment, en Tunisie comme dans d'autres pays, des attentats. Or, la Tunisie est un pays dans lequel le tourisme est une activité économique importante, puisque ça oscille autour de 12-13%, 14% du produit national brut. Donc, pas de tourisme pendant des années. Ensuite de quoi? Les premiers gouvernements post-révolutionnaires dirigés par le parti islamiste Ennahda ont été catastrophiques pour l'économie, dans la mesure où les dépenses budgétaires ont été... tout le monde s'est lâché. Recrutement de fonctionnaires, de gens dans le secteur public, dans la fonction publique, parce qu'Ennahda avait besoin de se construire une base sociale
en fait, dans le secteur public, et donc des dépenses inconsidérées. Et depuis, il n'y a pas de pilote dans l'avion économique de la Tunisie. Et le fait qu'il n'y ait vraiment pas de pilote dans l'avion économique de la Tunisie fait que la situation s'est dégradée à un point où aujourd'hui, la Tunisie vit à crédit. Mais combien de temps pourra-t-elle vivre à crédit ? Quel bilan justement fait-on des printemps arabes en Tunisie? Dans quelle atmosphère aujourd'hui est le pays, Sophie Bessis? Alors l'atmosphère est celle d'un grand désenchantement. Il ne faut pas se leurrer là-dessus, hein. Les manifestations des jeunes du mois de janvier, c'était les promesses de 2011 n'ont pas été tenues. C'était le mot d'ordre. Le chômage n'a pas diminué, il aurait eu même plutôt tendance à augmenter chez les jeunes. Comme on le disait il y a un instant, l'économie va mal, la société ne va pas très bien non plus. Pour autant, la Tunisie n'est pas dans la situation d'une restauration autoritaire extrêmement brutale comme l'Égypte. Elle n'est pas dans la situation d'un chaos ingérable pour l'instant comme la Libye, et elle n'est pas dans la situation d'une guerre sanglante et meurtrière comme la Syrie. Donc toutes les portes ne sont pas fermées. Moi je dirais aujourd'hui, la Tunisie va mal, elle peut encore s'en sortir, et l'obstacle le plus important à la sortie de crise, c'est, comme je vous le disais, l'absence totale de vision à moyen et long terme du fait de la médiocrité abyssale de sa classe politique actuelle. Le désenchantement démocratique, la manière dont la démocratie est aujourd'hui observée, discutée, j'ai la presse du jour aujourd'hui, et là il n'est vraiment pas question de la Tunisie, et on voit que ce désenchantement qui était l'un des thèmes d'Arendt, une attitude finalement Bien extrêmement pessimiste et assez sceptique vis-à-vis de la modernité, eh bien c'est quelque chose qui prédomine un peu partout, Sophie Bessis. Alors, bien sûr, si vous convoquez toute la question de la modernité, là aussi, il y a des bibliothèques entières sur cette critique de la modernité. Et Arendt, effectivement, dans Conditions de l'homme moderne, s'est livré à une critique de la modernité extrêmement dure, extrêmement importante, où elle est à la fois, dirais-je, postmoderne et antimoderne. Antimoderne parce qu'elle reste à certains égards la disciple de Heidegger, qui est un antimoderne. Et elle est aussi proche de certaines positions que l'on pourrait appeler avant la lettre postmoderne. Je pense aux philosophes de l'école de Francfort. Mais moi, je partage avec elle ces critiques, mais en disant dans cet ouvrage, parce que je pose la question de la modernité arabe. Je reviens à la modernité par la question de la modernité arabe, puisque mon petit ouvrage se termine par deux constants en réalité. Je dis, toute cette histoire nous montre deux défaites. La défaite de la pensée juive et la défaite de la modernité arabe. Alors du coup, je suis obligé de définir plus ou moins ce qu'est cette modernité, bien entendu. Je ne néglige pas ce qu'elle nous a apporté. Qu'est-ce que ça veut dire, la défaite de la pensée juive du présent? Alors, si vous voulez, parce que je reprends dans ce petit ouvrage, je reprends évidemment le terreau d'où vient Hannah Arendt. Hannah Arendt vient de cette intelligentsia juive européenne, de la Mitteleuropa essentiellement juive allemande, de langue allemande on va dire, mais enfin pas seulement tout de même, hein, et qui a contribué d'une façon absolument déterminante pendant un siècle à la construction de la pensée européenne. Je dis, la pensée européenne, pendant près d'un siècle, n'a pas été une pensée juive, mais a été une pensée largement produite par des intellectuels juifs assimilés. C'est toute la question de l'assimilation, bien sûr, et c'est un des thèmes les plus importants de l'antisémitisme d'Hannah Arendt. Et que voit-on depuis la construction de l'État d'Israël? À part quelques individus, heureusement, qui pensent, et à part quelques groupes qui pensent, mais il n'y a plus cette pensée juive progressiste de la modernité, et en fait, les rares intellectuels juifs de la période contemporaine, disons des 30-40 dernières années, sont des intellectuels de droite. En définitive, quand on prend
que l'on prenne les Bernard Lewis, que l'on prenne les Kissinger, que l'on prenne... Et donc, il n'y a plus dans le monde juif, y compris le monde de la diaspora, puisque je fais une différence à peu près radicale entre Israël et le monde de la diaspora, il n'y a plus cette richesse de la pensée. Mais alors, ça, c'est très compliqué, Sophie Bessis, parce que donc, si on reprend, c'est une thèse qui a été développée, par exemple, par Yuri Zletskin dans le siècle juif, le fait que le 19e, 20e siècle, le début du 20e siècle a été un siècle marqué par cette période très étrange, l'entrée des Juifs dans la modernité et leur sécularisation qui ont provoqué un certain nombre de pensées très neuves, disons de Marx à encore Freud. Que le pauvre Marx était enfant de converti. Mais enfin bon, enfant de converti n'empêche pas d'être juif, on est bien d'accord. Mais alors, lorsqu'il est question de cela, on voit malgré tout que la question donc nationale, parce qu'aujourd'hui la question juive est extrêmement liée à l'existence d'Israël, et donc là, il y a bien évidemment quelque chose qui doit être clarifié, ce qui veut dire que la question juive est aussi pour partie aujourd'hui devenue une question nationale. Oui. Je dis, pas tout à fait, dirais-je. Pas tout à fait. Les choses sont plus complexes. Que se passe-t-il ? Effectivement, le fait que les Lumières européennes aient transformé les Juifs d'Europe en Européens, en fait. Bon, ce sont les Lumières qui ont fait des Juifs des Européens, des Juifs d'Europe, évidemment, des Européens, n'a pas empêché que la question juive continue d'être posée, bien entendu. Et cette question juive et l'acuité de cette question juive a donné naissance au sionisme. Mais qu'est-ce que c'est que le sionisme ? Et là, je reviens à cette critique des nationalismes. Le sionisme est un nationalisme européen du 19e siècle. Voilà. Et pendant très longtemps, il n'est pas autre chose qu'un nationalisme européen du 19e siècle. Et il en a toutes les caractéristiques, y compris parce que le nationalisme est né dans une Europe impérialiste, dans une Europe d'expansion qui allait coloniser les peuples inférieurs, primitifs, reculés, appelez-les comme vous voulez. Et le nationalisme juif, qui s'est appelé le sionisme, est allé, on voit très bien cette posture chez Herzl, dans l'état des Juifs, évidemment, a choisi ce qu'est aujourd'hui l'État d'Israël, ou en tout cas le foyer juif, ce qui s'appellera quelques décennies plus tard le foyer juif, parce qu'il convenait aussi d'exporter l'Europe en Orient. Voilà. Et donc, ce nationalisme est un nationalisme qui est un nationalisme de la supériorité tout de suite. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, alors qu'il est question donc de réviser l'héritage colonial et que la question coloniale est devenue extrêmement importante, cela a des conséquences, Sophie Bessis ? Les conséquences se feront sentir un jour ou l'autre. D'ailleurs, vous savez très bien que l'on discute beaucoup aujourd'hui parmi les intellectuels de savoir si le sionisme existe encore, en réalité, ou si l'État d'Israël, en fait, a réalisé ce que les sionistes ont appelé la promesse, que je mets entre guillemets, et que maintenant, ce n'est plus le sionisme des origines, ce sionisme qui était supposé être de gauche progressiste, etc., mais que Israël est devenu un État colonial comme un autre, si je puis dire. Donc la question se posera incontestablement. Israël peut continuer à occulter la question coloniale, puisque Israël a connu depuis une trentaine d'années, vous le savez très bien, pas seulement chez ses dirigeants, mais dans l'ensemble de sa société, un virage à droite extrêmement important. Mais tôt ou tard, le rapport d'Israël à la Palestine et à sa domination se posera d'une nouvelle façon. On va continuer d'évoquer ces différents thèmes avec vous, Sophie Bessis. On parlera également de la question des femmes dans le monde arabe et la manière dont on peut percevoir l'avenir de ce bloc, la question nationale et les différentes questions politiques qui se posent. En attendant, il est 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et nous retrouvons notre invitée, Sophie Bessis, intellectuelle, historienne franco-tunisienne. Vous adressez une lettre
à Hannah Arendt, je vous écris d'une autre rive. C'est aux éditions Elisade, un livre dans lequel vous évoquez notamment la question du nationalisme, la question également de la condition de minoritaire. Il est beaucoup question de minorité aujourd'hui un peu partout dans le monde et de racisme. Votre point de vue sur ces différentes questions et la manière dont elles agitent les débats, Sophie Bessis? Alors, je voudrais vous citer, pour revenir à elle, une phrase d'Hannah Arendt sur la question des nationalismes. Elle écrit dans ses écrits juifs: On peut sérieusement redouter que les choses étant ce qu'elles sont, il ne reste d'autre solution aux nationalistes cohérents que de devenir racistes. C'est quand même très clair et c'est une des raisons pour lesquelles je lui ai écrit, parce que je partage avec elle cette certitude, comme je le disais tout à l'heure, que tout nationalisme est porteur de fascisme et refuse toute compagnie de l'altérité. Et Hannah Arendt a démontré dans ses ouvrages que le fascisme est un refus de l'altérité, c'est un refus de vivre avec l'autre. Et donc ça peut aller jusqu'à tuer l'autre, comme l'ont fait les nazis pour les juifs. Voilà, on supprime l'autre de la surface de la terre parce qu'on ne veut pas vivre avec l'autre. Mais si on considère que le patriotisme peut être universaliste, dans ces conditions, il n'est pas fatalement raciste. Alors, faut-il, là on pourrait reprendre ce que dit Romain Gary de la différence entre patriotisme et nationalisme. Romain Gary disait que le patriotisme c'est l'amour de son pays, le nationalisme c'est la haine de l'autre. Et je serais assez porté à partager. On peut être patriote, on peut aimer son pays, on peut ne pas forcément l'aimer, parce qu'on est né quelque part, on n'a pas choisi d'être né quelque part, mais enfin on peut avoir un attachement certes pour son pays natal ou pour son pays d'adoption, ce qui a été pendant très longtemps le patriotisme. Lequel patriotisme, il ne faut pas l'oublier, ce terme a été dévalué par l'arrivée justement au pouvoir des fascismes et des droites, etc., puisqu'elles l'ont utilisé dans un sens de refus de l'autre. Le nationalisme, c'est toujours le refus de l'autre. Et le nationalisme, c'est la défense, la défense d'une idée particulière de la nation. Et si je reprends l'exemple du sionisme, je vous disais tout à l'heure que le sionisme est un nationalisme européen du 19e siècle. Mais aujourd'hui, ce qu'il a produit est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Bien sûr, il a produit le refus de l'altérité, le refus de vivre avec l'autre, c'est-à-dire avec l'arabe qui est sur son territoire, et le refus de lui donner son droit. De la même façon, d'ailleurs, les nationalismes arabes, et c'est ce que j'essaye de démontrer, ont également refusé de vivre avec les autres et ont créé des sociétés privées de l'altérité. Il y a des Arabes israéliens. Il y a des Arabes israéliens, certes, mais vous savez très bien que ce sont des citoyens de seconde zone, qu'ils n'ont pas les mêmes droits. Malheureusement, la condition des Arabes israéliens dans le territoire, disons, d'avant 1967, d'avant les conquêtes coloniales d'Israël, eh bien, c'est une situation qui s'apparente à ce qui a été refusé, ce qui a été dénoncé par l'État d'Israël, c'est-à-dire la condition minoritaire des Juifs dans les pays arabes. Ce sont des situations cousines, ce qui montre bien que la situation minoritaire est une situation d'infériorisation. Mais là aussi, si on reprend Israël, au Proche-Orient, en dehors d'Israël et de la Tunisie, je dis ça parce que vous êtes franco-tunisienne aussi, Sophie Bessis, il y a peu de démocratie, peu d'élections libres. Il y a des élections cette semaine. Écoutez, la démocratie israélienne, parlons-en, puisqu'il y a des élections, je crois, dans 2 jours ou demain, quelque chose comme ça. Ce qui est quand même extrêmement intéressant, c'est que dans ces élections, la question palestinienne est totalement évacuée. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de questions coloniales et de questions des minorités pour la majorité de la population israélienne, qui est tout à fait en phase, disons, avec l'aile droite de sa classe politique. Je ne parle pas seulement de Netanyahou, il y a des manifestations, etc. Mais disons avec l'aile droite de sa classe politique. L'opinion israélienne aujourd'hui est une opinion de droite. Et elle suit donc en réalité sa classe politique sur 2 choses qui me semblent extrêmement importantes pour montrer la cécité des nationalismes en réalité.
On a beaucoup parlé de la normalisation avec un certain nombre de pays arabes d'Israël à la fin de l'année 2020, avec les Émirats arabes unis, Avec le Maroc, peut-être alors rappeler je en mets le quelques mots. Maroc à part. C'est quelque chose d'un petit peu particulier du fait de la forte minorité israélienne d'origine marocaine. Et on sait très bien que le Oui, mais Maroc... ça a été quand même un fait extrêmement important, puisque Mais vous vous savez dites, très bien que c'est une transaction. Aussi, il faut l'expliquer aux auditeurs. c'est une transaction, c'est-à-dire que, en fait, vous savez que l'ex-président Trump avait une notion purement transactionnelle de la diplomatie. Et donc, il y a deux exemples de transactions. Avec le Maroc, c'est je reconnais la marocanité du Sahara, tu normalises avec Israël. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est ce qu'on appelle une diplomatie transactionnelle. Et c'était d'autant plus facile pour le Maroc que tout le monde sait parfaitement que les relations avec l'État d'Israël sont vieilles, anciennes, bien qu'on mette pudiquement un truc. Deuxième politique transactionnelle, qui est très importante et qui était beaucoup plus humiliante pour un pays comme le Soudan, c'est que le Soudan, alors que le Soudan a fait une révolution, alors que le Soudan a renvoyé Omar al-Béchir, son général, qui était à la tête d'un régime militaro-islamiste. Les États-Unis avaient maintenu les sanctions contre le Soudan. Et là encore, la transaction a été, vous voulez que je lève les sanctions ? Vous normalisez avec Israël. Et donc, c'est une normalisation qui est basée sur des bases qui ne sont pas saines. Deux remarques à ce sujet, Sophie Bessis. La première, c'est que l'on parle souvent de rue arabe, mais dans ces deux cas, il n'y a pas eu de réaction de ces rues arabes, notamment au Maroc. Alors, le Maroc n'est pas complètement une C'est pas démocratie. franchement démocratique. Ça n'est pas complètement une démocratie, je vous le concède volontiers, mais il n'y a pas eu de réaction hostile à Israël, comme on aurait pu l'imaginer. Même les partis islamistes ont été extrêmement timorés, et la conséquence de cela, c'est qu'on peut considérer que la question palestinienne est devenue une tâche aveugle, non seulement dans la politique israélienne, mais aussi pour quasiment tous les pays arabes. Oui, alors là, il y a une césure, je pense, entre les régimes arabes et leur population. Leur population est beaucoup plus sensible à la cause palestinienne que les régimes eux-mêmes. Pas Le au Maroc. Maroc n'a pas autorisé de manifestations, bien entendu, de manifestations publiques de cette réserve par rapport à la normalisation. Et puis, vous savez qu'au Maroc, il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir du palais. Et que même si le gouvernement est dirigé par le parti de la justice et du développement, qui est le parti islamiste, il n'y a que le palais qui décide. Et puis, il ne faut pas oublier que la cause sahraoui au Maroc, cette cause nationale, une fois de plus, eh bien, est extrêmement populaire au Maroc. Voilà. Maintenant, pour les autres pays, mis à part le Soudan, Israël a normalisé ses relations avec des dictatures. Et ce qu'il est intéressant de souligner aujourd'hui, c'est que pour le nationalisme israélien et pour les dirigeants nationalistes israéliens qui sont un nationalisme tout à fait incandescent aujourd'hui, l'antisionisme est plus grave que l'antisémitisme. On peut être antisémite, c'est pas très grave. Viktor Orban est antisémite, les Polonais sont antisémites. Cela ne pose aucun problème aux dirigeants. Vous parlez d'une israéliens. représentation, vous ne décrivez pas. Bon, représenté comme, si vous voulez. Donc, cela ne pose aucun problème aux dirigeants israéliens. En revanche, être antisémite est un danger, être antisioniste est un danger mortel. Et ça, c'est extrêmement intéressant, ce déplacement de l'antisémitisme vers l'antisionisme. On n'a pas peur de l'antisémitisme. Je rajouterai une dernière chose. Vous savez très bien aujourd'hui que le soutien à Israël des évangélistes est extrêmement important, et on peut taxer les évangélistes aujourd'hui d'antisémites sionistes. En tout cas, certains d'entre eux. La plupart d'entre eux. Puisque vous Juste savez très bien souligner que... qu'on ne peut pas généraliser sur Ne généralisons pas. Mais leur théorie absolument démente est une théorie antisémite sioniste, dans la mesure où il convient, pour que l'Armageddon puisse advenir, de regrouper tous les juifs en Terre Sainte pour pouvoir les convertir collectivement. Sur la question du nationalisme, parce que là aussi, le nationalisme, le fait de refuser le particularisme, il y a dans chaque pays des controverses et des polémiques particulières. Oui. En France, il y a une polémique sur l'islamo-gauchisme, et j'ai sous les yeux la une du Figaro. Elle est consacrée à un syndicat étudiant, l'UNEF, qui est considéré comme étant à la dérive. Et les critiques, écrit le Figaro, se multiplient contre ce syndicat qui assume l'organisation de réunions non mixtes
interdites aux Blancs pour Jean-Michel Blanquer, donc Oui. le ministre de l'Éducation nationale. Ces pratiques mènent au fascisme. Qu'en pensez-vous, Sophie Et je n'en Bessis? pense, je critique le glissement de l'UNEF depuis quelques années vers des positions que je ne partage pas. Non, sur la question du voile des jeunes femmes, etc. Mais cette offensive contre l'UNEF est à mon sens indécente aujourd'hui. Elle est indécente dans la mesure où certains qui accusent l'UNEF de fascisme feraient mieux d'être plus discrets sur cette question-là. Les réunions non mixtes, je ne suis pas forcément pour les réunions non mixtes, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais enfin, il y en a eu dans l'histoire de certains mouvements. Rappelons-nous, je fais partie de cette génération-là tout de même, que le mouvement féministe, par exemple, a tenu des réunions, des assemblées non mixtes où il fallait parler de certaines choses, pas en présence des hommes. Voilà. Et donc, dans les années 70, eh bien, les réunions non mixtes dans le mouvement féministe, c'était une chose parfaitement courante. Voilà. Donc il ne faut pas oublier que ce n'est pas la première fois que ce type de choses Mais pour autant, arrive. sauf erreur de ma part, le mouvement féministe dans les années 70 était universaliste, Sophie Bessis. Tout à fait. Alors cela était universel. C'est-à-dire que les femmes du monde entier réclamaient l'égalité. Les féministes du monde entier réclamaient des choses semblables, c'est-à-dire l'égalité des sexes, c'est-à-dire l'émancipation des femmes, etc. etc. Donc c'est un mouvement qui se réclame de l'universel. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est aujourd'hui qu'il y a césure d'ailleurs entre ceux qui se réclament, ceux et celles qui se réclament de l'universel, et ceux et celles qui ne se réclament que du particulier. Parce qu'en fait, Tout à fait. Donc là, il y a une véritable césure, et moi je fais partie tout à fait de ceux et celles qui se réclament de l'universel, bien mais évidemment. alors, lorsqu'on se réclame de l'universel, par exemple, est-il possible de contester le voile à Téhéran et de le Bien soutenir sûr que non. en France? Je vais jusqu'à la fin de la formule pour que les auditeurs, puisque beaucoup de féministes considèrent qu'il est nécessaire donc, de refuser le voile partout, d'autres considèrent qu'on peut l'accepter dans certains lieux en France parce qu'il y a une situation de minoritaire et de dominé, et le refuser à Téhéran où là il est imposé, où il peut être imposé aux femmes. Vous en pensez quoi, Sophie Bessis? Écoutez, je pense que de toute façon, quelles que soient les circonstances et les lieux, le voile est un symbole de l'oppression des femmes. Qu'est-ce que c'est que le voile? C'est un enfermement portatif, d'une certaine façon. À partir du moment où les femmes citadines, je le précise, les femmes rurales n'ont jamais été voilées dans le monde arabo-musulman, dans la mesure où ce sont des paysannes, qu'elles vont cultiver les champs. Donc le voile est un attribut des femmes citadines, traditionnellement parlant. C'est aujourd'hui que le voile a gagné d'autres couches sociales dans le monde arabe et musulman. Donc, bien sûr que le voile est un symbole de l'oppression, incontestablement. Et qu'il y a des pays où le voile est obligatoire, de l'Iran à l'Arabie Saoudite et à un certain nombre d'autres pays, et qu'il convient de se battre pour que les femmes aient le choix de ne pas le porter. Ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Maintenant, la question se pose de façon un peu différemment, à mon sens, dans les pays occidentaux. Certes, le voile reste un symbole de l'oppression, dans la mesure où les islamistes et cette idéologie qui a été importée, disons, de l'Arabie Saoudite et des pays les plus conservateurs et les plus réactionnaires du monde musulman, eh bien, a réussi à faire du voile un symbole de l'intégrité de sa foi pour les femmes. Ce qui est une performance, parce que ce n'était pas le cas. Le voile était plus traditionnel que religieux dans les pays arabes. Donc, il convient de l'interdire dans les espaces qu'il soit interdit aux enfants à l'école, qu'il soit interdit aux fonctionnaires. Tout à fait. Mais l'interdire de façon générale aux femmes n'est pas possible. Et moi qui suis contre le voile, je ne suis pas pour l'interdiction totale du voile. Parce que aujourd'hui, il est polysémique. Qu'on le veuille ou non, le voile est polysémique. Le voile, c'est aussi la condition des femmes. Et là aussi, après les révolutions arabes, il y a eu un certain nombre de désillusions sur le sort réservé aux femmes en Tunisie. Vous faites la moue. Pas partout, voilà. C'est-à-dire Pas partout. Là encore, si vous voulez, pour reprendre le nationalisme, le nationalisme a été aussi un nationalisme qui a intégré, si on prend des pays comme l'Algérie, etc., un nationalisme patriarcal.
un nationalisme sexiste. Et puis en plus, il s'est greffé sur des sociétés traditionnellement patriarcales, misogynes et sexistes. Les femmes, en 2011, ont participé à tous les processus révolutionnaires, plus ou moins. Ça dépend évidemment des pays. Dans les pays les plus modernes, si l'on peut dire, comme la Tunisie, évidemment, elles ont joué un rôle tout à fait majeur dans ces processus. Et d'ailleurs, depuis 2011, même si la situation s'est dégradée sous certains aspects du fait de l'hégémonie politique de l'islam politique aujourd'hui, mais elle s'est améliorée sous d'autres. C'est-à-dire qu'en Tunisie, dans la Constitution de 2014, vous avez l'égalité entre les citoyens et les citoyennes, elle est écrite dans le texte constitutionnel. La parité sur les listes électorales, ce qui n'est quand même pas négligeable. Une loi en 2017 contre tous les types de violences et de harcèlement faites aux femmes. Donc, il y a eu quand même des avancées. Ailleurs, il n'y en a pas eu. Il y en a eu également au Soudan, dans ce qu'on appelle la deuxième séquence, disons, des soulèvements. Soudan, Irak, Liban, Algérie. Au Soudan, le Soudan est sorti partiellement d'un régime islamiste, qui était le régime du maréchal El-Bachir. Et les femmes ont desserré, à la faveur de cette sortie, les femmes soudanaises ont desserré les taux et elles ont été des militantes et des dirigeantes du mouvement de contestation. Donc la situation est mitigée. Alors évidemment ailleurs, en Algérie, la situation est plus compliquée. Dans les pays du Golfe, évidemment, qui n'ont connu aucun processus révolutionnaire. Pour autant, les femmes se révoltent et les femmes contestent. Les femmes contestent partout. Mais la situation est compliquée, y compris en Tunisie. Habiter seul quand on est une femme, qu'on n'est pas veuve, qu'on n'est pas expatrié à Tunis, c'est compliqué ? Bien entendu, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de pays où c'est très compliqué. Vous savez, il n'y a pas que dans le monde arabe où c'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué. C'est-à-dire que le processus est en marche et qu'il est évident qu'il y a un conservatisme de la société qui fait que les femmes n'ont pas une autonomie qui correspond à l'autonomie, à la liberté qu'elles devraient avoir, c'est l'évidence. Mais alors, lorsque vous parlez des structures patriarcales, parce que il faut dire... Le patriarcat est universel, vous parliez d'universalité tout à l'heure. Mais il faut dire justement que dans les structures universelles du patriarcat, vous évoquez dans votre livre « Je vous écris d'une autre rive », la question donc des judéo-arabes, autrement dit des juifs séfarades. Autrement dit, une culture qui était une culture aussi patriarcale que les cultures arabes des pays en question. Et pour autant, la société israélienne qui vient en partie de cette culture judéo-arabe, elle a opéré une transformation qui fait que en Israël, en revanche, il y a une condition des femmes qui est bien différente de celle des pays environnants. N'oubliez pas, certes, il peut y avoir des ministres femmes, des personnages politiques femmes en Israël de premier plan, mais habiter seule pour une femme en Israël, ce n'est pas une question. Toutes les lois de la famille en Israël, toutes les lois de statut personnel sont des lois religieuses. Une femme n'a pas le droit de divorcer. La répudiation existe en Israël. Le mariage civil n'existe pas en Israël. La liberté donc de mariage c'est aussi oppressant pour les hommes que pour les femmes. Les lois, et d'ailleurs, s'il y avait des histoires comparatives, ce serait très intéressant. J'avais étudié il y a quelques années pour un ouvrage collectif les réserves apportées par les États à la Convention de 1979 des Nations Unies sur l'abolition de tous les types de discrimination faites aux femmes. Les réserves apportées par l'État d'Israël sont rigoureusement identiques pratiquement aux réserves apportées par les États arabes. Moi, je veux bien les nuances, Sophie Bessis, mais habiter seule pour une femme en Israël, ce n'est pas une question. Dans certains quartiers de Tunis, c'est aussi ça peut se faire. Vraiment des quartiers pour expatriés. Non, pas seulement. Et moi, je voudrais quand même insister sur le fait... on n'en parle pas. Je voudrais quand même insister sur le fait que l'égalité est d'abord une égalité juridique. Qu'il y a des tas de pays qui sont confrontés, où les femmes sont confrontées au paradoxe suivant. Elles peuvent être Premier ministre. Elles peuvent avoir des fonctions d'autorité. Elles ne peuvent pas sortir du pays sans l'autorisation du mari. Bon, ce qui est quand même... Et je voudrais quand même souligner le fait qu'Israël, sur le plan des lois
de la famille, des lois de statut personnel, n'est pas un État laïque. Et c'est une aporie qu'il convient... Mais la religion, pour signaler. ceux qui considèrent qu'elle est oppressante, eh bien, Non, la religion est c'est-à-dire que même oppressante pour les hommes comme pour même les pour femmes. un Israélien laïque, s'il il est obligé, ou elle, d'aller se marier à Chypre, s'il n'épouse pas un juif, le mariage civil n'existe pas. Mais je suis bien d'accord avec vous, mais ça n'est pas dirigé, encore une fois, uniquement contre les femmes, ça n'est pas du patriarcat, c'est Si, la bien religiosité. entendu, c'est une société patriarcale, bien entendu. Et vous connaissez aussi bien que moi, sinon davantage, l'importance en Israël du rabbinat ultra-orthodoxe et des ultra-orthodoxes dans la vie civile de l'État d'Israël, peut-être pas dans la vie civile, c'est-à-dire dans les lois de tous les jours. Et donc, bien entendu, je vous disais tout à l'heure, et vous en conviendrez, que le patriarcat est quelque chose de parfaitement universel, avec des degrés, certes. Bien entendu, je ne vais pas vous dire qu'une femme suédoise et qu'une femme saoudienne vont vivre dans les mêmes conditions, bien évidemment. Mais ce sont des différences de degrés et pas forcément de nature. Et que donc, ce qui est rassurant, c'est que partout, plus ou moins, selon les possibilités qui leur sont octroyées, selon le degré de démocratie dans lequel elles vivent, partout, des femmes se battent pour accéder à l'égalité. On est arrivé à un moment où c'est une bataille majeure. Et je voudrais le dire parce que en Occident, en Europe, peut-être qu'on s'en rend pas tout à fait compte. Dans le monde arabe, aujourd'hui, la question de l'égalité des sexes, la question de la liberté des femmes, la question de ce qu'on appelait leur émancipation est un clivage majeur au sein des sociétés. C'est une question politique fondamentale. Mais elle passe à chaque fois par la laïcité. Bien sûr, mais moi je suis tout à fait convaincu qu'il ne peut pas y avoir à l'intérieur du paradigme religieux une égalité entre les femmes et les hommes. Si vous prenez les trois monothéismes, restons seulement au niveau des trois monothéismes, mais on pourrait aller plus loin, ce sont des religions quand même du Père, de la loi du Père, toutes les trois. Et les religions de la loi du Père ne peuvent pas être des religions égalitaires en matière d'égalité des sexes. Donc, moi je suis convaincu que la sécularisation, la laïcité sont une condition à l'égalité. J'en suis tout à fait convaincu. Mais est-ce que vous les voyez progresser au Maroc, en Tunisie ? Écoutez, il y a des mouvements féministes qui sont qui défendent la laïcité. Cela existe. Alors il y a des pays où le mot laïcité est un mot illégal. Je prends l'exemple de l'Égypte. Vous savez qu'en Égypte, l'athéisme est un délit. Ça, l'athéisme est un délit passible de prison dans un pays comme l'Égypte. En Tunisie, non. Bon. Et au Maroc. Et donc, il y a des associations de défense de la laïcité. Il y a un certain nombre d'associations féministes qui déclarent leur attachement à la laïcité, à la séparation de la sphère religieuse et de la sphère publique. Ces mouvements existent. Ce ne sont pas les seuls. Ils sont dans la sphère des mouvements féministes. Vous avez aussi des féministes qui pensent que l'islam est susceptible d'être réformé dans un sens plus favorable aux femmes. Hein. Mais la question de la laïcité se pose aussi. Et je peux vous dire qu'un certain nombre de mouvements féministes dans un certain nombre de pays est tout à fait consciente que la laïcité est une condition à l'égalité. Un dernier exemple. Au Liban, en Irak, lors des manifestations de 2019, que criaient les manifestants dans la rue? En Irak, c'est « nous ne sommes ni sunnites, ni chiites, nous sommes irakiens ». Et la même chose dans les rues du Liban. Nous ne sommes ni sunnites, ni chiites, ni chrétiens, nous sommes libanais. Il y a cette aspiration. Je ne dis pas qu'elle est encore majoritaire partout. Je suis tout à fait réaliste. Mais elle existe. C'est une graine. Est-ce que vous n'avez pas peur, Sophie Bessis, justement d'un retour en arrière avec des causes sociales liées directement ou indirectement au Covid, justement que ces sociétés n'aillent dans le sens d'un conservatisme encore plus Le étroit? retour en arrière a déjà eu lieu depuis les années 1980. Justement, tous ces mouvements se battent contre le retour en arrière. C'est-à-dire que, malheureusement, les chocs pétroliers, si on veut aller très très vite, les chocs pétroliers des années 1970 ont donné au pays le plus obscurantiste du monde arabe, qui est l'Arabie Saoudite,
une puissance financière, une force de frappe inégalée. L'islam, dans le monde, s'est wahhabisé depuis les années 70. Il s'est wahhabisé sous différentes formes, on n'a pas le temps là de les décrire. Et donc, vous avez à partir des années 80, du fait également des régimes en place qui ont réprimé leur gauche de façon féroce, l'émergence des mouvements islamistes partout. Donc c'est depuis les années 1980 que l'on assiste à des retours en arrière, à une réislamisation des sociétés et à une hégémonie culturelle, pour reprendre un terme gramscien, des partis islamistes et des mouvements les plus conservateurs. Mais la bataille est là. Ce qui est important, le jour où il n'y aura plus de bataille, les choses seront désespérées. Sophie Bessis, je vous écris d'une autre rive, lettre à Hannah Arendt aux éditions Elisade. Je vous propose d'accueillir mes deux camarades qui vont prolonger les matins, Hervé Gardette et Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Guillaume. Et ce matin, Hervé, vous avez décidé de vous prendre pour Nadine de Rothschild. Et avec cette question, que faire en mars 2021 quand quelqu'un vous tend la main ? Et vous, Géraldine, vous avez pris le train vendredi. Oui, mais je vous rassure, c'était pas pour fuir Paris. Nous voilà rassurés, vous allez nous expliquer ça dans quelques instants.